Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Renforcement de la coopération économique mais aussi politique, principal engagement du 3e sommet afro-arabe de Koweït City qui s'est achevé hier et qui a vu la participation d'une centaine de dirigeants des deux régions. C'est parti pour la campagne de plaidoyer en faveur de la généralisation des contenus de l'enseignement sur les mutilations génitales féminines MGF. Une coalition lance la sensibilisation à travers diverses manifestations pendant 15 mois. La 10e semaine nationale de la citoyenneté CENAC s'ouvre demain et sera marquée par de nombreuses activités qui ont pour dénominateur commun la culture de la citoyenneté au Burkina. Notre invité est le ministre des Droits humains et de la promotion civique. Ainsi donc, le 3e sommet afro-arabe de Koweït City s'est achevé hier en décidant de promouvoir la coopération sud-sud dans plusieurs domaines comme l'agriculture, le commerce et les investissements. Les relations politiques entre les deux espaces devraient être renforcées selon les vœux formulés par certains chefs d'État, comme le président du Faso qui a répété que la stabilité politique et la sécurité étaient des gages de développement. Reportage Aboubakar Sagnon. À l'issue des travaux du 3e sommet afro-arabe, les chefs d'État ont décidé de renforcer leurs liens de coopération sur le plan économique et commercial afin de booster le développement de leur pays et offrir aux populations de meilleures conditions de vie. Ils ont convenu de renforcer la coopération sur les questions liées au développement rural, à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Le partenariat dans le domaine de l'énergie sera aussi musclé afin de développer conjointement des sources d'énergie nouvelles, fiables et abordables dans les deux régions. Les dirigeants du continent africain et du monde arabe ont également décidé de mettre en place un mécanisme conjoint de financement des projets de développement. Au total, ce qu'on retient, c'est qu'il y a une vraie volonté de part et d'autre maintenant de faire des questions d'investissement et des questions de développement économique le moteur de notre coopération. Et ce sont ces questions-là qui peuvent le plus nous mettre à même de nous mettre à l'abri d'un certain nombre de problèmes, d'instabilité et d'insécurité. Et sur ce volet politique et sécuritaire, le président du Faso, qui s'est exprimé à cette haute tribune, a expliqué que l'édifice d'un partenariat commercial, financier et économique solide a comme fondement une coopération politique renforcée. Pour Blaise Compaoré, le Burkina Faso continuera à s'investir pleinement dans ce sens, persuadé que le dialogue politique constitue une voie privilégiée pour la prévention des conflits, la consolidation de la paix et du développement. Les États de l'Union africaine et de la Ligue arabe ont aussi décidé de renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le prochain sommet afro-arabe se tiendra dans un État africain en 2016. En marge du sommet, le président Blaise Compaoré a accordé des audiences à des responsables d'organisations non gouvernementales koweïtiennes. Ainsi, le directeur général de l'Organisation internationale de la charité islamique et le président du conseil d'administration des Directed ont eu des discussions avec les chefs de l'État autour de leurs interventions au Burkina. Le président du Faso s'est aussi entretenu avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Précision Aboubakar Sagnon. C'est dans cet hôtel de Koweït City que le président du Faso a reçu les deux dirigeants d'organisations non gouvernementales koweïtiennes. Blaise Compaoré s'est d'abord entretenu avec le directeur général de l'Organisation internationale de la charité islamique. Abdoulal Al-Matou est venu échanger avec le président du Faso sur les projets que son organisation mène au Burkina Faso, notamment dans l'humanitaire, le social et la santé. Et aussi, il a parlé d'une collaboration future entre leur pays et le Burkina Faso en qualité de chef de cette ONG. Il dit qu'ils auront à effectuer des projets au pays, tels que des projets de construction, des projets d'aide aux orphelins, et qu'ils vont intervenir aussi dans le domaine de l'éducation et de la santé. Et aussi, il a parlé du Cheikh Doucouré, Aboubakar Doucouré, en disant que c'était un membre vraiment actif dans leur ONG et que c'est aussi le président de leur office au Burkina Faso. Le président du conseil d'administration de Direct Aid, qui a déjà 6 centres, des écoles et des camps d'opération de la cataracte au Burkina Faso, a échangé avec le président Compaoré sur les actions de développement de sa structure.
Actuellement, nous sommes en train de changer notre stratégie pour mettre l'accent sur le développement des ressources humaines. Et le président du Faso nous a personnellement instruit de mettre l'accent également sur la création d'emplois et nous allons essayer de prendre cela en compte. Et quand on prend en compte également le plan, la nouvelle initiative qui a été lancée par l'émir du Koweït, nous pensons qu'à travers cette nouvelle initiative, nous allons pouvoir développer des plans de financement pour les microcrédits à l'endroit donc des populations burkinabées. Et nous pensons que cette initiative va également profiter donc aux différentes populations. Direct Aid a organisé un forum international sur l'investissement et le secteur privé. Et en tant qu'organisation, nous apportons notre soutien au secteur privé en apportant des données, en apportant des informations donc, au niveau donc, de ces organisations, de ces acteurs du secteur privé pour qu'ils puissent investir sur le continent africain. Et nous pensons que l'avenir est brillant, l'avenir est prometteur au niveau du continent africain à travers donc l'initiative que nous allons mettre en place et nous pensons que ça va bientôt porter des fruits. À l'issue de ces deux audiences, le président du Faso a rendu une visite de courtoisie au président congolais Denis Sassou Nguesso, également présent à Koweït City dans le cadre du 3e sommet afro-arabe. C'est pour évoquer l'ouverture d'un bureau Canal Plus au Burkina que le directeur général du groupe a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre avec lequel les opportunités d'emploi ont été abordées. D'autre part, le directeur général d'Air Burkina a eu une entrevue avec le chef du gouvernement pour parler de la situation actuelle de la compagnie aérienne. Oswald Gaëtan Segda, reportage. Le Burkina Faso a le 3e plus gros effectif africain abonné à Canal Plus. Et le président du groupe, Jacques Dupuis, vient parler d'affaires à la primature. Nous sommes installés maintenant ici à Ouagadougou. Nous avons ouvert une filiale pour accélérer le développement de nos activités économiques au Burkina. Et nous souhaitons maintenant passer à une nouvelle étape pour renforcer encore l'attractivité et la mise à disposition de nos chaînes auprès d'un public encore plus large. Et ça s'inscrit dans le projet de transition numérique. Et le ballet d'hommes d'affaires se poursuit avec le nouveau directeur général de Air Burkina. Dans le monde, et comme en Afrique, beaucoup de compagnies sont en difficulté due à la conjoncture économique internationale. Et je dois reconnaître que Air Burkina est tout de même un très bel outil. Déjà, c'est une particularité dans la sous-région, puisque Air Burkina a plus de 45 ans d'âge, c'est rare. Généralement, les compagnies ont une durée de vie de l'ordre de 5 ans dans la sous-région. L'Assemblée nationale a adopté cet après-midi le projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'État gestion 2014. Un budget qui présente des recettes de l'ordre de 664 milliards de francs CFA et des dépenses qui se chiffrent à 1833 milliards, soit un besoin de financement de 169 milliards. Avant les votes, les 5 groupes parlementaires ont eu le temps de donner le sens de leur vote. 3 groupes ont voté pour, un s'est abstenu et un autre a voté contre. Reportage Ibrahim Guigma. Ceci ressemble fort à un plébiscite. Sur les 103 votants du jour, 99 sont pour, 15 se sont abstenus et 9 ont voté contre. La loi des finances pour l'exécution du budget de l'État gestion 2014 qui se chiffre en recettes à 1664 milliards 876 millions 608 000 et en dépenses à 1833 milliards 481 millions 20 000 est adopté. Comme le veut le règlement, chaque groupe parlementaire a disposé d'une vingtaine de minutes pour donner sa consigne de vote et l'expliquer. Le groupe parlementaire Alternance, Démocratie et Justice votera contre le projet du budget de l'État gestion 2014. Le groupe Convention des forces républicaines CFR opte de voter pour son adoption. Le groupe parlementaire de l'Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain, ADF-RDA,
votera en faveur du projet de loi de finances gestion 2014. Le groupe parlementaire UPC décide de s'abstenir lors du vote du projet de loi de budget 2014. Le groupe parlementaire CDP votera oui pour l'adoption du projet de budget de l'État, gestion 2014. Un vote du budget qui, naturellement, permettra au gouvernement de réaliser son programme de développement pour l'année à venir. Le gouvernement entreprend des réformes qui commencent à porter fruit. Et bien entendu, il ne faut pas baisser les bras parce que vous avez noté qu'il y a eu des recommandations importantes qui ont été formulées et qui sont tout à fait pertinentes. Et nous nous engageons à les mettre en œuvre. Tout cela vraiment pour qu'on puisse finalement réaliser ce que nous avons comme ambition, à savoir améliorer les conditions de vie des populations, faire en sorte que nous puissions lutter contre la pauvreté. La loi des finances constitue un des dossiers clés de la deuxième session parlementaire, dite session budgétaire, mais son vote n'épuise pas pour autant l'ordre du jour. D'autres dossiers attendent leur tour d'examen et d'adoption, et ce, jusqu'au 23 décembre prochain. Le représentant résident de la FAO Burkina s'apprête à quitter notre pays. Ce matin, François Rizolo est allé faire ses adieux au président de l'Assemblée nationale. Ce fut une occasion pour les deux hommes de passer en revue ce qui a été fait pendant les 5 dernières années et d'envisager la réalisation de projets à court terme. Monsieur Rizolo, au micro de Sylvain Vebamba. L'Assemblée nationale, les honorables députés, à travers leur présence dans toutes les régions où nous intervenons, sont parmi les premiers partenaires indirectement ou directement. Et donc j'étais venu dire au revoir à Monsieur le Président. On a évoqué rapidement ce qui a été fait durant ces 5 années, depuis que j'étais venu la première fois en 2008 jusqu'à maintenant. Et on a évoqué aussi, je lui ai parlé rapidement des priorités, des chantiers qui attendent encore et qui auraient besoin de l'accompagnement de l'Assemblée nationale. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale était l'invité du point de presse du gouvernement qui a eu lieu aujourd'hui. Accompagné du ministre délégué chargé de la coopération régionale, Yipene Djibril Bassolé, a passé en revue les médiations burkinabè, l'identification des Burkinabés de l'étranger et les questions d'intégration. Sur le Mali, le ministre des Affaires étrangères a eu une fois de plus martelé que l'implication de la sous-région pour que ce pays sorte de la crise devrait se renforcer. Reportage Simo Gongo. Aujourd'hui, le point de presse du gouvernement parle de la diplomatie burkinabé. Comme il fallait s'y attendre, le Mali a dominé les débats. Selon Djibril Bassolé, le président du Faso s'est engagé dans cette médiation car le problème du Nord Mali est plus un problème régional qu'interne. Il est important à ce stade de souligner que la crise malienne n'est que la manifestation tangible du genre de menaces qui pèsent en réalité sur l'ensemble des pays de la région du Sahel. Donc je vais dire de ce point de vue qu'il n'y a pas de crise qu'au Mali potentiellement. C'est notre région qui est en difficulté. Et de ce point de vue, nous avons tous le devoir de nous mobiliser pour y trouver des solutions. Les réactions négatives qu'on peut enregistrer ça et là viennent en réalité du fait que certains Maliens pensent que dans la situation de crise que le Mali connaît aujourd'hui, il n'y a pas de place pour le dialogue. Sur la question de la présence des Touaregs au Burkina, le ministre parle des questions humanitaires. Mais en général, le Burkina est un pays de paix et son président veut aider ses voisins à retrouver la paix. Comme dans tous les accords, il y a des difficultés de mise en œuvre, il y a par-ci et là des incidents majeurs quelquefois qui sont de nature à compromettre la réalisation de la paix. Mais comme la médiation est un processus qui se continue, qui se suit, le président du Faso, en tant que médiateur, a toujours été comme un recours.
qui permettent aux partis en difficulté d'harmoniser leur point de vue et de garder le cap de la mise en œuvre de l'accord. Pour ce qui est de l'identification des Burkinabés de l'étranger, le ministre estime qu'il n'y a pas de lien entre cette identification et les élections de 2015. Même face à la manifestation contre en Côte d'Ivoire, la durée de validité est désormais de 5 ans et non de 3. Un autre opérateur est en vue pour le reste. Alain-Edouard Traoré a donné des éclairages sur le Sénat et les UACO avant d'inviter les journalistes à dire la vérité. La campagne de plaidoyer pour la généralisation des contenus de l'enseignement des MJF dans le système éducatif a été lancée par la Première Dame aujourd'hui. L'objectif de cette campagne est d'inciter les autorités politiques et administratives à généraliser l'enseignement des MJF dans les écoles, collèges et universités du Burkina, tel que décidé depuis de nombreuses années. C'est une coalition nationale qui mènera cette campagne qui dure 15 mois. Reportage Salinana. Tout a commencé en 2000 avec l'expérimentation de modules d'enseignement sur les mutilations génitales féminines dans 12 écoles de 6 régions du Burkina. Au regard des résultats jugés positifs de cette approche, les acteurs de la lutte poursuivent les actions pour la relance du processus. Cette coalition nationale mise en place se donne 15 mois pour la généralisation de l'enseignement des contenus MJF dans le système éducatif burkinabé. Si la volonté politique nous accompagne avec vraiment le coup de pouce énergique de la Première Dame, je pense qu'Inch'Allah, en 2014, les MGF seront inscrites officiellement dans les programmes d'enseignement. Cette approche éducative bénéficie du soutien de la coopération allemande. La campagne de plaidoyer permettra d'insérer les modules sur les MGF dans la relecture des programmes scolaires et de rendre disponibles les ressources pédagogiques, techniques et financières pour accompagner le processus de généralisation effective de l'enseignement des contenus MGF. C'est soutenir les acteurs, développer des modèles d'information pour porter le message dans un cours, parce que c'est un sujet sensible. Ce n'est pas évident pour un enseignant d'enseigner sur ce thème-là. Et donc travailler avec les enseignants, leur fournir de matériel, et donc on accompagne les acteurs ici au sein du gouvernement, au sein de la société civile et avec les enseignants pour pouvoir porter ce message. En installant les membres de la coalition ce 21 novembre, la Première Dame du Burkina Faso s'est réjouie de leur disponibilité à œuvrer pour la vulgarisation de ces programmes qui devraient permettre à la lutte contre les MGF de connaître des avancées plus importantes. Aujourd'hui, après des expériences que nous avons pu faire à travers certaines écoles, aujourd'hui, ça a été accepté. Donc, pour moi, c'est une grande fierté d'abord, et puis aussi, ça va permettre à nos enfants du futur, de pouvoir avoir une vie sans excision. Je suis toujours le mouvement et je pense que ma présence aussi peut apporter beaucoup en ce qui concerne l'abandon de la pratique de l'excision. Les mutilations génitales féminines restent un problème de santé publique malgré les actions de sensibilisation entreprises depuis plusieurs années. L'implication des élèves du primaire et du secondaire dans ce combat devrait contribuer à l'atteinte de la tolérance zéro. Autre violence faite aux femmes, le docteur Denis Mukwege, l'infatigable défenseur des femmes violées en République démocratique du Congo, a reçu aujourd'hui le prix de la Fondation Chirac. Ce prix alerte la communauté internationale sur la situation qui prévaut à l'est du Congo, précisément au Kivu. 40 000 femmes violées ont été réparées par ce chirurgien qui était sur la liste des nobilisables. L'organisation Femmes Africa Solidarité a aussi reçu un prix pour son combat en faveur des femmes du continent. La Commission nationale pour les réfugiés a organisé en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères à Pabré, dans le Kadiogo, une session de formation sur les droits des réfugiés. Les autorités administratives et locales de la commune ont pu cerner la problématique des droits et devoirs et la gestion des réfugiés au Burkina. Evelyne Dabiri. Les autorités administratives et locales du département de Pabré renforcent leurs capacités sur les droits, devoirs et gestion des réfugiés au Burkina Faso. Une session de formation leur est offerte par la Commission nationale pour les réfugiés. Objectif, leur donner les rudiments juridiques nécessaires pour une meilleure gestion des réfugiés
et aussi les inciter à savoir cultiver une cohésion sociale avec les réfugiés. Ce qu'on recherche, c'est la cohésion pacifique. Voilà, on veut que quand même il y ait un métissage, une cohésion entre les deux populations, réfugiés et populations autres. À travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, le gouvernement a profité de l'occasion pour renouveler toute sa gratitude aux différentes structures d'appui dans la gestion des réfugiés. La première des protections, eh bien, c'est d'abord de reconnaître, d'accepter le réfugié, le demandeur d'asile. L'accepter, c'est-à-dire ne pas le refouler. Et ça c'est un principe humanitaire fondamental, ne jamais refouler quelqu'un qui vient demander l'asile. La CONAREF espère, grâce à ce genre de formation, permettre la multiplication des efforts à travers le Burkina pour assurer une meilleure protection des réfugiés. Droits des réfugiés, droits humains de manière générale. Nous recevons le ministre des Droits humains et de la Promotion civique. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir, Monsieur Bazier. Alors, vous êtes là pour nous parler de la Semaine nationale de la citoyenneté qui s'ouvre demain et qui s'achève le 29 novembre. Quelle importance accordez-vous à ce genre de manifestation à la CENAC de manière générale? Merci de nous recevoir sur votre plateau et de nous permettre d'échanger un peu sur la Semaine nationale de la citoyenneté. C'est une manifestation qui est très importante, non seulement pour le ministère des Droits humains, pour le gouvernement et pour toute la population de manière générale. Vous savez, une des missions principales du ministère des Droits humains, c'est d'œuvrer à la promotion des droits humains et à la promotion du civisme. Alors, nous avons pensé qu'une fois dans l'année, il serait intéressant de marquer une pause et de faire de manière intensive beaucoup d'activités sur ces deux sujets, c'est-à-dire les droits humains et le civisme. Une pause pour la sensibilisation, pour l'information, pour l'éducation, pour la formation et aussi des activités médiatiques pour permettre au public de connaître les droits mais aussi de connaître les devoirs. Alors, Madame le ministre, le thème retenu cette année, droits humains, citoyenneté et revendications sociales. Quelle convergence pour une société de paix? Est-ce que c'est le contexte actuel qui vous a guidé, qui vous a commandé ce texte, qui vous a obligé à prendre ce thème? C'est vrai que ce thème s'est imposé à nous, compte tenu de l'actualité, compte tenu du contexte, comme vous l'avez vous-même souligné. Effectivement, nous assistons aujourd'hui à un certain regain de l'incivisme, pas seulement à Ouagadougou, mais pratiquement dans toutes les régions du territoire. Et nous nous sommes dit qu'il était nécessaire de créer un cadre de réflexion pour, encore une fois de plus, échanger entre tous les acteurs publics et privés et se donner des idées et également conscientiser chaque acteur pour se dire que nous avons le droit de revendiquer, mais nous avons surtout le devoir de préserver la paix, parce que sans la paix, on n'a même plus de tribune pour revendiquer, et il est absolument nécessaire de revendiquer chaque fois dans les limites prévues par la loi, donc de manière légale, en ayant à l'esprit que nous devons préserver la paix. Nous devons être tolérants, nous devons être compréhensifs, nous devons travailler main dans la main pour bâtir et non pour détruire. Votre département travaille tous les jours autour de ce thème d'ailleurs, à sensibiliser les populations, vous l'avez dit. Oui, effectivement, nous travaillons pratiquement avec beaucoup de publics cibles, si on peut les appeler ainsi, les forces de l'ordre et de sécurité, les jeunes dans le milieu scolaire de manière générale, les femmes, etc. On travaille vraiment à sensibiliser la population sur la nécessité de préserver la paix, justement d'être tolérants les uns envers les autres. Alors, le village du bon citoyen, c'est l'une des innovations de cette CENAC 2013. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette activité et qu'est-ce qu'elle va amener de spécifique à la CENAC? Nous avons comme innovation majeure, effectivement, cette année, initié une rue marchande dénommée le village du bon citoyen. Nous nous sommes dit qu'il faut donner un exemple d'un village dans lequel tous les citoyens ont un comportement responsable et permettent donc de vivre de manière harmonieuse. Et c'est pourquoi nous avons dénommé cette rue marchande le village du bon citoyen. Alors, c'est un espace sur lequel
tous les acteurs privés, en tout cas la plupart des acteurs privés et publics, vont exposer sur leurs activités quotidiennes en matière de promotion des droits humains, en matière de promotion du civisme. Il y aura donc des expositions avec des explications et des sensibilisations sur les différents sujets qui touchent aux droits humains et au civisme. Et il y aura des jeux concours pour inciter les gens à se cultiver et justement à maîtriser toutes ces notions et surtout à les mettre en pratique. Et je prends un exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, en matière de circulation, nous avons l'habitude de dire qu'il manque de la courtoisie, il manque une certaine tolérance dans la circulation, à Ouagadougou surtout. Alors nous avons invité des auto-écoles qui seront sur place, qui vont expliquer les règles du code de la route aux participants à cette rue marchande. Et nous avons, en collaboration avec certains partenaires, mis en place un système pour subventionner les frais pour le permis de conduire pour environ 200 personnes. Et tout cela pour encourager le citoyen lambda à connaître les règles de la route avant de s'engager en circulation et à les respecter surtout, effectivement. Alors, la CENAC fête ses 10 ans d'existence. Quel bilan pouvez-vous en faire? C'est vrai que nous sommes à la 10e édition de la CENAC, la Semaine nationale de la citoyenneté. En termes de bilan, nous pouvons déjà dire qu'il y a des acquis. Il y a des acquis en ce sens que, en prenant un seul exemple, pour ce qui concerne le jeu concours droits humains qui est organisé habituellement, il y a un engouement au sein des établissements, au sein des élèves, pour participer à ces jeux concours. Et ce sont des jeux concours qui obligent les enfants, les élèves à aller faire des recherches sur les notions des droits humains, à aller interroger le corps enseignant, à interroger les parents, et alors tout le monde s'intéresse à cette activité. Il y a également des conférences pendant lesquelles nous donnons beaucoup d'informations. Cette année, nous aurons 3 conférences, une à l'endroit des élèves, une à l'endroit des organisations de la société civile et des syndicats, et une autre à l'endroit du secteur informel. Il y a également le jeu concours sur le civisme et la propriété, parce que vous savez qu'il faut aussi cultiver l'envie, l'hygiène dans les établissements, surtout au primaire. Alors nous avons institué un jeu concours dans ce domaine. Il y a également un engouement des écoles primaires à participer, et qu'il y a une école qui est récompensée, c'est un bel exemple qui est donné aux autres écoles primaires pour suivre cet exemple-là. Donc il y a de l'engouement, et en capitalisant, nous voyons aussi que dans les différentes régions où nous avons mené des activités dans le cadre de la Semaine nationale de la citoyenneté, il y a des retours, des feedbacks, si on peut le dire ainsi, de la population intéressée par les documents que nous vulgarisons, par les informations que nous passons tout au long de cette semaine. Sans oublier qu'il y a des activités récréatives qui permettent de se frotter et de faire passer plus facilement le message. Alors vous ouvrez demain la semaine, elle s'étale sur 8 jours je crois, puisqu'elle s'achève le 29 novembre. Et tous ceux qui veulent participer, toutes les populations, tous les défenseurs des droits humains, en tout cas, qu'est-ce que vous avez comme message à leur lancer à leur endroit? Nous avons voulu cette année que la Semaine nationale de la citoyenneté soit beaucoup plus populaire, aille à l'endroit de la population à la base, et que chaque citoyen, tous les citoyens puissent s'approprier et s'intéresser et participer à la Semaine nationale de la citoyenneté. C'est pourquoi nous avons, au-delà de cette année de la cérémonie de lancement qui est présidée par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, initié les conférences dont nous avons parlé et la rue marchande dénommée le village du citoyen. Alors le message ou l'appel que j'ai à lancer, c'est d'inviter la population, toute la population du Burkina Faso à s'intéresser, à participer massivement et activement à ces activités, car la CENAC, c'est une fête qui appartient à la population, et donc à participer à ces activités, parce que ces activités nous permettront de cultiver
la tolérance et de pouvoir préserver la paix. Donc j'invite la population burkinabé à s'approprier, à participer massivement et activement à ces activités et surtout à mettre en pratique tous les conseils, toutes les informations qui seront données au cours de cette semaine. Alors l'un dans l'autre, vous mettrez plus l'accent sur les droits humains ou sur le civisme? Les deux sont intimement liés, les deux vont ensemble. Lorsque nous avons un comportement responsable, forcément nous respectons les droits humains et nous contribuons à l'effectivité des droits humains. Donc autant nous mettrons l'accent sur le civisme aujourd'hui, puisque c'est un peu le sujet qui est, je dirais, à la page, puisque tout le monde mène des activités. Oui. Et aussi, on mettra l'accent sur les droits humains parce que les deux vont ensemble, comme je l'ai tantôt dit. Voilà, merci beaucoup, Madame le ministre des Droits humains et de la Promotion civique. Et vous êtes venue ce soir nous parler de la Semaine nationale de la citoyenneté, la Sénat, qui est à sa 10e édition, qui s'ouvre demain à Ouagadougou et qui va, en tout cas, avoir plusieurs activités tout au long de cette semaine dans plusieurs villes du Burkina autour du thème droits humains, citoyenneté et revendications sociales. Quelle convergence pour une société de paix. Merci d'être venu ce soir. C'est moi qui vous remercie. Les universités africaines de la communication de Ouagadougou, UOCO, sont entrées ce matin dans le vif de la conférence introductive qui portait sur le thème de l'édition 2013, communication, paix et démocratie en Afrique. Le professeur Serge Théophile Balima s'est employé à souligner le rôle que doivent jouer les médias, mais aussi les pouvoirs publics dans la consolidation de la paix et la démocratie. Jacques Lamissa Tarpaga. Il constitue l'interface entre les pouvoirs publics et les populations. À ce titre, les médias jouent un rôle important dans l'ancrage de la paix et de la démocratie en Afrique par l'information. Les professionnels de la communication doivent s'évertuer à rapporter non seulement les différentes opinions, mais à expliquer la réalité, à éclairer celle-ci, à faire comprendre les faits, à sortir nos citoyens de l'ignorance qui entrave le bon fonctionnement de nos institutions et compromet la paix sociale. Mais l'image de l'Afrique et de ses dirigeants, très souvent associée à tous les maux, est de nature à compromettre la paix. Sur l'Afrique, par exemple, un processus de sociologisation consiste à rechercher, à travers le continent noir, une explication qui renvoie toujours à des caractéristiques établies, telles la malgouvernance, la criminalité, les épidémies, et les catastrophes interminables. Ainsi, le désordre est attribué à l'Afrique, à ses hommes politiques, à ses fonctionnaires, à ses intellectuels, tous pourris, tous foutus. Par ces clichés à répétition, les traits de personnalité associés aux citoyens africains sont du domaine de la dérision ou du dérisoire. Cette vision exagérément standardisée est un facteur de trouble et d'instabilité parce qu'elle légitime la contestation. Selon le conférencier, il faut repenser une nouvelle démarche pour la démocratie en Afrique. Cela permettra aux médias de travailler à la pleine participation des populations à la gestion de l'État, ce qui évitera certainement les nombreuses contestations et conflits de tout genre sur le continent. Le Burkina est engagé depuis de longs mois dans la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, TNT. L'échéance de 2015 approche à grands pas et les acteurs concernés par la question multiplient les rencontres pour échanger sur le déroulement du processus. Sont aussi évoquées les questions de financement, contraintes majeures pour la réalisation de la TNT. C'est Douzon Gaïta Segda. La mise en œuvre de la télévision numérique de terre, TNT, au Burkina est au cœur des discussions entre les acteurs impliqués dans le processus. Dans cette transition numérique, le Burkina est certes sur la bonne voie, mais il est confronté à un problème majeur de financement. Aujourd'hui, la transition numérique est une grosse opportunité pour nos pays, mais avant d'être une opportunité, c'est aussi une grosse contrainte parce qu'il s'agit de mobiliser entre 30, 40 ou 50 milliards de francs pour réaliser les investissements nécessaires et dans un délai assez bref. Et cela constitue une contrainte énorme pour un budget comme celui du Burkina Faso et comme pour la plupart des pays membres de l'UEMOA. Donc il nous faut réfléchir ensemble. Au plan technique, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA accompagne ses États membres. Le souhait des acteurs est qu'elle s'implique davantage dans la recherche des financements. Je pense que si
les ministres en charge de la communication et de la TNT dans les pays de l'UEMOA saisissent le président de la commission de l'UEMOA. Nous allons développer un petit programme et voir dans quelle mesure nous pourrons mettre et les États et les banques de la sous-région, en particulier la BOAD, mettre le monde ensemble autour d'une table pour voir dans quelle mesure les banques pourraient financer la transition numérique dans les États membres de l'UEMOA. La migration vers la TNT nécessite à tout prix une adaptation des équipements, notamment les postes téléviseurs. Il appartient aux acteurs concernés de mettre un accent sur le volet communication afin de sensibiliser les populations sur la technologie nouvelle génération. La 4e conférence internationale sur les biocarburants s'est ouverte ce matin sous la présidence du Premier ministre. Objectif de cette rencontre, fournir au gouvernement et décideurs une évaluation du potentiel disponible de biocarburants. À l'ordre du jour, il y a aussi le partage d'expériences et de connaissances techniques et socio-économiques pour permettre aux populations de passer d'un usage domestique de la biomasse à un usage moderne qui contribue au développement. Karim Patrick Namono. La promotion des biocarburants et des bioénergies et surtout leur appropriation par la population rurale en Afrique, c'est l'enjeu de cette rencontre internationale. Le défi aujourd'hui pour les pays en voie de développement, c'est de passer d'un usage domestique à un usage moderne de l'énergie. À Ouagadougou, experts, décideurs, chercheurs, représentants d'ONG et d'entreprises des 5 continents se proposent donc de développer des solutions énergétiques durables, respectueuses de l'environnement. Il y a des enjeux qui peuvent être mis en compétition entre la production d'énergie et celle d'aliments. Et je pense qu'il est souhaitable dans les années à venir, en termes de stratégie et de mise en œuvre de nos stratégies, et le CIRAD y contribue, de s'assurer de la participation de tous, n'est-ce pas? Ça concerne également l'agriculture, le développement rural et ces dimensions-là, sociales, territoriales, économiques, foncières, sont à prendre en compte dans un très proche avenir. Au Burkina Faso, tout comme dans la plupart des pays au sud du Sahara, la consommation énergétique montre une forte prédominance du bois de chauffe à 82%, suivi des hydrocarbures à environ 14%, puis de l'électricité à environ 4%. Il est urgent que le dialogue entre tous les acteurs impliqués se poursuive et se renforce afin d'assurer un développement durable des dites filières. À ce propos, la certification des produits biocarburants, la valorisation des résidus agricoles et des tourteaux, la mise en place ou le renforcement de cadres institutionnels et réglementaires doivent être nos objectifs cibles pour les 2 prochaines années. En outre, des questions sur la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement, le foncier et de lutte contre la pauvreté ne doivent pas être occultés parce qu'ils sont au cœur même de cette problématique des biocarburants. 300 personnes participent à la conférence de Ouagadougou dont les conclusions devront contribuer à long terme au développement durable, principalement en milieu rural. Les produits phytosanitaires doivent respecter des normes de qualité à l'importation comme à l'exportation. Les inspecteurs et contrôleurs chargés de vérifier la qualité de ces produits sont en formation à Koudougou. Cette formation vise à donner aux participants des connaissances pour un meilleur contrôle. Reportage Abdelaziz Yagibou. En leur qualité de garant de la sécurité sanitaire des aliments, les contrôleurs et inspecteurs phytosanitaires bénéficient chaque année d'un recyclage de ce genre. De la pollution de l'environnement et d'intoxication des populations demeure l'utilisation des intrants de mauvaise qualité, tels les pesticides. La question interpelle plus d'un. Il faut travailler à stopper l'entrée frauduleuse des pesticides, mais aussi à assurer une meilleure compétitivité des principales cultures d'exportation, telles le sésame, la mangue, le haricot vert. En première ligne de ce combat, les inspecteurs et contrôleurs phytosanitaires. L'oreille attentive aux modules développés à leur intention ici à Koudougou, ces techniciens sont en quête d'amélioration de leur capacité d'intervention. Les produits qui passent à notre insu, ça c'est surtout que nos frontières sont très poreuses. Sur le pourtour du Burkina, nous n'avons que 19 postes, et dont 18 même fonctionnels. Alors que quand on regarde le pourtour du Burkina, ça veut dire que c'est très espacé. Donc on a ce problème de fraude, surtout pour les pesticides qui sont très dangereux.
De cette formation, la quarantaine de techniciens devraient sortir mieux armés pour redonner force et dynamisme au système national de contrôle phytosanitaire mis en œuvre aussi bien à l'intérieur du pays qu'aux postes frontaliers, aéroportuaires et ferroviaires. Des postes appelés à améliorer leurs prestations en matière de recouvrement de recettes au profit du trésor public. Des recettes qui, pour cette année, se sont chiffrées à 365 millions de francs CFA environ. Ce sont des formations également. C'est voir comment améliorer le taux de recouvrement de nos recettes en termes de meilleur suivi, en termes de meilleur contrôle de l'ensemble des produits qui sont également exportés. Et également, vraiment développer le partenariat avec les services de douane. En leur qualité de garant de la sécurité sanitaire des aliments, les contrôleurs et inspecteurs phytosanitaires bénéficient chaque année d'un recyclage de ce genre. Le nouvel administrateur pour le Burkina à la BAD, la Banque africaine de développement, a eu hier une séance de travail avec le ministre de l'économie et des finances. C'était en quelque sorte une rencontre de prise de contact de M. Abdoulaye Amsa avec les autorités burkinabées et pour les remercier pour la confiance placée en lui. Adama Koulibaly. Je suis élu comme administrateur représentant le Burkina Faso et 8 autres pays depuis le mois de mai dernier. Et j'ai pris mes fonctions au début du mois de juillet. C'est aujourd'hui que j'ai eu l'honneur et l'occasion de venir d'abord remercier le gouvernement, le président de la République et son gouvernement, de m'avoir fait confiance et de me confier cette lourde responsabilité de représenter les intérêts du Burkina Faso au sein de la Banque africaine de développement. Donc, à ce titre, je remercie vivement Monsieur le ministre, qui est aussi le gouverneur de la BAD, d'avoir fait cette confiance. Et je témoignais aussi de mon engagement à mieux servir les intérêts du Burkina Faso pour que la Banque africaine de développement puisse apporter davantage dans la construction du développement économique et social du Burkina Faso. Les propos du nouvel administrateur pour le Burkina à la BAD ont été recueillis par Adama Koulibaly. Vous l'avez remarqué, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous.